Un PDG a épousé une femme de ménage pour garder son boulot, mais ça a changé leur vie pour toujours. Veux-tu t'épouser ? A chuchoté le PDG. Mais ce que le père célibataire et agent d'entretien a fait ensuite était impensable. Si je me marie avec quelqu'un, je perds. Si je ne me marie pas avec quelqu'un, je perds tout. Ariel et le Duchamp n'a pas scellé en prononçant ces mots. Sa voix a résonné dans la salle de réunion au plafond haut, tranchant le silence raffiné et les costumes impeccables comme un scalpel. Les 12 membres du conseil d'administration la fixaient du regard. Aucun n'osait répondre. Alan Marks, l'avocat de longue date de son père, s'est éclairci la gorge et a ajusté sa cravate comme si cela pouvait l'aider à respirer. Ce n'est pas facultatif, Ariel. La dernière modification de ce document a été effectuée le 12/06/2021 à 14h45. La dernière modification apportée par ton père est juridiquement contraignante. Si tu ne te maries pas dans les 90 jours suivant ton 35e anniversaire, tu perdras le contrôle de l'entreprise. Il reviendra à la fiducie. Tu conserveras tes actions, mais je perdrai mon droit de vote. Elle finit à sa place, ses ongles tapotant la table un acajou, lentement et délibérément. Ce qui signifie que Kendra et son petit fan club prennent le contrôle de Duchamp Holdings. À la table, Kendra Noiret souriait de toutes ses dents. Personne ne veut d'une prise de contrôle hostile, Ariel. Mais le conseil d'administration est inquiet. Tu diriges l'entreprise seul depuis 7 ans. Il est peut-être temps. Inquiet ? Répéta Ariel, savourant le mot comme un poison. Bien sûr, les entreprises ont enregistré des résultats trimestriels records. Mais ce qui compte, c'est mon annulaire. Elle se leva. La chaise ne fit aucun bruit. Ariel Duchamp ne laissait rien craquer. La réunion était levée, mais Alan prit la parole. Ariel se tourna vers lui avec la douceur d'une lame. J'ai dit « levez ». Elle sortit. Personne ne la suivit. Dans l'ascenseur, ses doigts tremblaient avant d'appuyer sur le bouton de l'étage de la direction. Pas de peur, mais de rage. Elle avait bâti Duchamp Holdings à partir des décombres laissés par son père, un empire truffé de mines dans la salle du conseil et un héritage imprégné de contrôle. Et maintenant, son ultime insulte avait explosé. Se marier ou partir. L'amour. Il n'y croyait pas pour elle. Il avait transformé sa vie en échiquier et l'avait sculptée en reine. Puissante, oui, mais enfermée, contrôlée. Elle n'allait pas se laisser acculer, pas par des fantômes, et certainement pas par des hommes en costume attendant de remettre sa couronne à quelqu'un de plus accessible. « Tu veux que je me marie ?» pensa-t-elle, la mâchoire serrée. « Très bien, je vais te donner le mariage, mais pas avec quelqu'un de ce monde. Pas de politicien, pas de geek, pas de partenaire stratégique en smoking de la marine, quelqu'un que personne ne verrait venir. » Le concierge fredonnait. Samuel Dupont, 38 ans. Robuste, vêtu d'un uniforme trop défraîchi pour s'harmoniser avec la perfection du reste du bâtiment, il poussait lentement sa serpillière en direction de la salle de conférence. Le monde passait autour de lui sans le remarquer, jusqu'à ce que l'assez robuste, vêtu d'un uniforme trop défraîchi pour s'harmoniser avec la perfection du reste du bâtiment, il poussait lentement son balai-brosse sur le marbre à l'extérieur de la salle de conférence. Le monde défilait autour de lui sans le remarquer, jusqu'à ce que l'ascenseur sonne. Ariel sortit et s'arrêta. Il ne leva pas les yeux, continuant simplement à nettoyer. Puis elle entendit sa voix basse, chaude, parlant dans un téléphone coincé entre son épaule et sa joue. Et alors le dragon regarda la petite fille et dit « Tu n'es pas comme les autres. Tu es plus courageuse que tous ceux que j'ai jamais rencontrés. Et pour cette raison, je pense que tu es le vrai chevalier. » Une pause. Un petit rire répondit à l'autre bout du fil. Il sourit. « Tu le penses, hein ? Je devrais noter ça avant d'oublier ?» Un autre petit rire. Ariel ne s'était pas rendu compte qu'elle s'était approchée d'un pas. Il avait remarqué son mouvement du coin de l'œil. Leurs regards se croisèrent pendant une demi-seconde. Il raccrocha doucement. « Je t'appelle après l'école, ma chérie. Sois sage avec mademoiselle Torres. » Clic. Il ne s'excusa pas, se contenta de la regarder et dit d'un ton calme comme la marée. « Tu n'as pas le droit d'être à cet étage. » Elle haussa un sourcil. « Toi non plus. » Touché, dit-il avec un petit sourire en coin. Il y avait quelque chose d'inhabituel dans son attitude, confiant, posé, pas le dos voûté et les pas traînants de la plupart des employés qui essaient d'être invisibles. Et ses yeux, pas ternes, pas fatigués, vivants.
Elle fit un geste vers le téléphone, encore chaud dans sa main. C'était une histoire pour s'endormir en plein milieu d'un mardi. Elle est malade. L'hôpital n'autorise pas les visites en dehors de la soirée. Alors, les histoires arrivent tôt, un peu plus tôt. Ariel n'était pas du genre à faire la conversation, mais quelque chose dans cette réponse avait du poids, une sorte de défi silencieux, le genre qui ne crie pas pour être remarqué, mais qui ne peut être ignoré. « C'est toi qui les écris ?» demanda-t-elle. Avant, sa réponse fut plus vive qu'elle ne s'y attendait. Elle remarqua le petit sursaut qu'il ne parvint pas tout à fait à cacher. « Pourquoi tu as arrêté ?» Il haussa les épaules. « Les gens arrêtent de faire beaucoup de choses quand la vie se complique. » Elle l'étudia. L'uniforme de concierge ne correspondait pas à la cadence de ses mots, ni au rythme de sa voix, ni à l'histoire qu'il venait de raconter avec tant d'aisance. « J'ai besoin d'un mari, » dit-elle. Samuel cligna des yeux. « C'est une proposition ? Pas une proposition romantique, légale, temporaire. Tu m'épouses pendant 3 mois, sans condition, et je paie toutes les factures d'hôpital que tu évites de régler. Propre, privé, pas de presse. » Il s'appuya sur son balai, la regarda droit dans les yeux. « C'est la pire phrase de drague que j'ai jamais entendue. Je ne plaisante pas. » Il ne rit pas, se contenta de la fixer longuement, puis finit par dire « Tu dois être vraiment désespéré. Je préfère le mot « stratégique ». Il croisa les bras. « Tu veux épouser une femme de ménage pour tromper ton conseil d'administration ? Je veux épouser quelqu'un qu'ils ne peuvent pas contrôler. » Il laissa le silence s'installer, puis posa une question. « Est-ce que ma fille est au courant ? Elle ne sera jamais impliquée. » Il acquiesça lentement. « Alors j'y réfléchirai, mais à une seule condition. »« Quoi ? Tu ne mentiras jamais à ma fille. » »« Pas une seule fois. Si c'est un jeu, elle ne sera pas un pion. » Ariel hésita juste assez longtemps pour se surprendre elle-même. Puis elle dit « Marché conclu. » Et pour la première fois en 7 ans, elle ne se sentit pas comme la personne la plus dangereuse dans la pièce. Elle avait l'impression de votre avoir rencontré. Monsieur Dupont n'existe pas en ligne. Ariel tapota sa plume contre la table pendant que son assistant lisait le rapport, chaque mot érodant le mystère qu'elle avait décidé de percer. Pas de Facebook, pas de LinkedIn, aucune publication sous son nom au cours des 10 dernières années. Il était un auteur pour enfants moyennement succès sous le pseudonyme d'Elinor. Son dernier livre était sorti quelques mois avant que sa femme ne décède dans un accident de voiture. Il avait disparu de la circulation depuis une pause. Il avait travaillé comme agent d'entretien dans 3 villes, toujours à temps partiel, sans avantages sociaux. Sa fille était née avec une malformation cardiaque congénitale. Ses dettes médicales dépassaient les 78 000 $. Ariel posa son stylo. Elle détestait les surprises. C'était inefficace. Ça ralentissait le travail. Mais Samuel Dupont avait réussi à la surprendre 2 fois. D'abord avec son histoire dans le couloir, maintenant avec sa vie qui ressemblait à un livre fermé que quelqu'un avait autrefois essayé de brûler. Elle ne savait pas si cela la rendait plus curieuse ou plus prudente. Quand il entra dans le café tranquille au pied de la tour Duchamp plus tard dans la journée, Samuel était exactement comme il était plus tôt. Un uniforme défraîchi, les mains calleuses, le visage calme et impénétrable. Il se glissa dans la banquette sans demander la parole. Ariel ne lui dit pas bonjour, se contentant de pousser une enveloppe noire à Dupont la table. « Voici le contrat, » dit-elle. 3 mois, strictement légal. Pas de finances communes, pas de vie commune, pas de presse. Il y jeta un coup d'œil, mais ne le prit pas. Tu fais toujours ta demande autour d'un café, seulement quand le mariage est une guerre, pas une histoire d'amour. Il sourit, juste un clin d'œil. Tu es toujours aussi dramatique. Tu n'es pas le premier homme à me sous-estimer, Samuel. Je ne te sous-estime pas, dit-il doucement. Je me demande juste ce qui se passera quand ça se retournera contre nous, quand ton conseil d'administration le découvrira, quand ma fille commencera à demander pourquoi le PDG de l'immeuble où je passe la serpillière connaît soudainement le nom de son père. Ariel se pencha en avant, baissa la voix, puis nous faisions semblant de nous ennuyer. De la paperasse, des impôts, un détail technique. Tu gardes ta vie, je garde la mienne. Personne n'est blessé. Il la fixa assez longtemps pour que le silence passe de gênant à tendu. Puis finalement, tu veux jouer à faire semblant. Je peux le faire, mais seulement si les règles sont claires. Il n'y a pas de caméra près de ma fille. D'accord, pas de fausses interviews, pas de reportages dans les magazines. Je ne fais pas de presse,
dit-il en croisant les mains. Tu ne mentiras jamais, Anna, même pas un tout petit peu. Ariel hésita. Elle a 7 ans, dit-il, mais elle écoute comme si elle en avait 70. Elle sait quand le monde change autour d'elle. Ariel étudia son visage. Ce n'était pas un homme qui essayait d'utiliser sa fille comme moyen de pression. C'était un homme qui avait déjà perdu plus qu'il ne pouvait le dire et qui n'était pas prêt à jouer avec le seul atout qui lui restait. « Je ne lui mentirai jamais », dit Ariel. Il finit par prendre l'enveloppe et la feuilleta page après page. Il ne lisait pas avec emphase, mais avec une concentration silencieuse, comme un homme qui vérifie les serrures de la dernière porte d'une maison en feu. Puis il leva les yeux. « Une modification, dit-il. À quoi? À ta clause sur la distance. Je me fiche de l'endroit où tu vis, mais si l'opération de ma fille est avancée, je veux que tu sois là. Pas parce que j'ai besoin de toi, mais parce qu'elle aura besoin de toi. » Cela lui coupa le souffle. Pas à cause de ce qu'il avait dit, mais à cause de la simplicité avec laquelle il l'avait dit. Pas de dramatisation, pas d'appel à l'empathie, juste la vérité. « Je serai là, » dit-elle. « Où que ce soit, quand que ce soit. » Il repoussa les papiers sur la table. Marché conclu. Ils se marièrent à la mairie 2 jours plus tard. Il faisait froid. Le vent soufflait sur le manteau d'Ariel alors qu'elle entrait dans le palais de justice en marbre, ses talons claquant comme des coups de feu. Samuel attendait en haut des marches, tenant un dossier en carton, avec la même aisance qu'il tenait autrefois un balai. Il n'y avait ni invité, ni fleurs, juste de l'encre et une obligation. Le greffier a lu les vœux, comme une liste de courses. Ariel les a répétés comme une clause de contrat. Samuel les a prononcés, les mains jointes derrière le dos, calme, silencieux. Quand elle glissa la bague à son doigt, un simple anneau en argent qu'il n'avait pas demandé, il la regarda dans les yeux. « Tu crois vraiment autant aux failles juridiques ?» demanda-t-il d'une voix sèche. Elle ne sourit pas. « Je crois à la survie. » Et ce fut tout. Dehors, alors qu'ils se séparaient, Samuel se retourna une fois de plus vers elle. « Une dernière chose, » dit-il en jetant un coup d'œil vers le ciel comme s'il allait pleuvoir. « Si jamais ça s'éventait, ça ne changerait rien. Si ça arrive, je me fiche de ce qu'on dira de moi, mais ne laisse pas les autres mêler ma fille à ton histoire. Elle n'est pas un élément de l'intrigue. Elle est un battement de cœur. » Ariel se figea pendant un instant, puis acquiesça, comprenant. Il s'éloigna. Elle le regarda disparaître dans la foule. Pas d'entourage, pas de chauffeur, juste un homme en blouse de concierge, avec une fille qui croyait encore que les dragons pouvaient être apprivoisés, et pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer. Cette image resta gravée dans son esprit plus longtemps qu'elle n'aurait dû. La porte du palais de justice se referma derrière elle, mais Ariel ne s'arrêta pas. Elle descendit les marches en pierre comme si elle fuyait un verdict, ses talons frappant le béton. Pas de bouquet, pas de voile, juste une femme en manteau noir repassé, tenant une enveloppe en papier craft et une bague à la main gauche qui ressemblait plus à une menotte. Samuel la suivait à quelques pas derrière elle. Il ne disait pas un mot. Ils arrivèrent dans la rue. Elle se tourna vers lui et sortit une petite boîte en velours de sa poche. « Je l'ai fait faire hier », dit-elle en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une simple alliance en argent. Pas de diamant, pas de gravure, rien de sentimental, juste un cercle parfait de faux-semblants. Samuel la fixa du regard. « Tu n'aurais pas dû. Ça fait partie de l'histoire », dit-elle d'un ton neutre. « Les gens mariés portent des bagues. » Il la prit et la tint un instant. Elle est froide, tout comme cet arrangement. Ariel leva sa main et glissa elle-même la bague à son doigt, sans hésitation, sans cérémonie. C'était mécanique, comme la conclusion d'un marché. Il ne broncha pas, se contentant de la regarder avec des yeux indéchiffrables. « Tu sais, » dit-il doucement, « j'ai déjà été marié. » Elle s'arrêta, les mains toujours en suspens. « Je me souviens de ce jour-là. Ma femme portait une robe jaune alors qu'il faisait 39 degrés. Elle disait qu'elle voulait emmener le soleil avec elle. » Il rit doucement, presque tristement. « Ça me semble être tout le contraire. » Ariel lui lâcha la main. « C'est parce que c'est le cas. » Il acquiesça. « C'est vrai. » Ils restèrent debout en silence. Le vent soufflait plus fort qu'il ne le laissait paraître. Puis elle dit sans le regarder. « C'était le mariage le plus facile que j'aie jamais eu. » La voix de Samuel était douce, mais sans tendresse. C'est probablement parce que ce n'en était pas un. Sur ces mots, il se retourna
et repartit vers la station de métro. Le vent tirait sur son manteau, et pendant une fraction de seconde, l'anneau d'argent à son doigt refléta la lumière. Il semblait trop réel, trop sincère pour quelque chose qui n'était pas censé signifier quoi que ce soit. Ce soir-là, il ouvrit la porte de la minuscule chambre de motel où Na et lui vivaient depuis des mois. Elle leva les yeux du sol où elle était en train de dessiner avec des crayons éparpillés comme des bonbons autour de ses jambes. « Papa, dit-elle d'une voix enjouée, tu es en retard. Désolé ma chérie. » Longue file d'attente. Il s'accroupit à côté d'elle et la serra dans ses bras, enfouissant son visage dans ses cheveux qui sentaient le shampoing bon marché et le papier. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle acquiesça, puis désigna son dessin. « Je t'ai fait quelque chose. » Le papier était froissé sur les bords. Une petite fille aux cheveux ébouriffés tenait la main d'un homme grand. Derrière eux, un hôpital, et au-dessus, un cœur avec des ailes. « C'est nous, dit-elle fièrement, et c'est l'hôpital qui va réparer mon cœur. » Et elle tapota le cœur avec des ailes. « C'est pour être sûr que je pourrais encore voler dans mes rêves. » Samuel ne dit rien, la gorge serrée. Na plissa les yeux. « Tu pleures ?» Il s'essuya rapidement. « Non, c'est juste de la poussière. » Elle se pencha vers lui. « Tu n'as pas de poussière dans les yeux. » Il sourit faiblement. « Alors c'est peut-être juste de l'espoir. Parfois ça pique un peu. » Elle pencha la tête, satisfaite de la réponse. Puis son regard se posa sur sa main. « Tu as une nouvelle bague. » Il se figea. Sa voix était légère, curieuse. « C'est pour maman ? » « Non, dit-il doucement. « Celle-là ? Celle-là, c'est juste pour aujourd'hui, comme un accessoire pour le boulot. » Na cligna des yeux. « Comme pour Halloween. » « Exactement. » Il mentit. « Fais comme si. » Elle sembla accepter. « Bon, elle brille bien, mais elle n'est pas aussi jolie que celle de maman. » Il l'embrassa sur le front. Aucune ne le sera jamais. Pendant ce temps, dans la ville de Dupont, Ariel se tenait seule dans son appartement-terrasse. Elle regardait l'horizon, chaque bâtiment, une partie de son empire, chaque lumière, une attente silencieuse. Son téléphone vibra. C'était un message d'Alan Marks. Licence déposée. Mariage officiel. Tu es désormais en sécurité, du moins sur le papier. Elle éteignit l'écran. En sécurité ? C'était ça ? Elle se dirigea vers son placard, s'agenouilla et ouvrit un tiroir qu'elle n'avait pas touché depuis des années. À l'intérieur se trouvait un livre relié en cuir, l'ancien agenda de son père. La dernière note écrite de son écriture serrée et autoritaire la fixait. L'héritage exige des sacrifices. Les émotions sont une faiblesse. La lignée du chant ne doit jamais fléchir. Elle le referma lentement et murmura dans la pièce vide. Peut-être que fléchir est la seule façon d'éviter que quelque chose ne se brise. Elle baissa les yeux vers sa main. La bague qu'elle avait mise ce matin-là était toujours là. Un anneau de métal poli, impeccable, sans signification, et pourtant plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. À 2h07 du matin, Samuel était assis près de la fenêtre du motel, incapable de dormir. La lueur de la lune se reflétait sur la bague à son doigt. Il la fit tourner lentement entre ses doigts, observant son éclat. Il ne croyait plus aux contes de fées. Pas après avoir perdu sa femme, pas après avoir passé des nuits à nettoyer le sol pendant que Na luttait contre des fièvres délirantes. Mais ce soir-là, quelque chose le tiraillait. Pas l'espoir, pas encore. Quelque chose de plus petit, comme le bruit d'une page qui tourne ou d'une histoire inachevée, pas encore terminée. Le gala de la société Duchamp était aussi artificiel que les fleurs dans les centres de table. Chaque rire semblait répété, chaque compliment était accompagné d'une carte de visite. Tous les regards, aussi perçants que du verre, calculaient la valeur des actions de chaussures et du champagne. Ariel se tenait au bord de la salle de bal, dans une robe bleu nuit qui lui allait comme une armure. Pas de sourire, pas de bavardage. Elle était une figure incontournable, une icône d'élégance et d'efficacité, intouchable. C'était le but recherché. Personne ne voyait la bague à son doigt. Elle scintillait faiblement sous les lustres en cristal, mais pour ces gens-là, Ariel Duchamp ne portait rien qu'elle ne voulait pas montrer au monde, et elle n'avait pas l'intention de s'expliquer. Elle s'éclipsa peu après 9h, ses talons résonnant dans le couloir en marbre,
alors qu'elle appuyait sur le bouton de l'ascenseur. Les portes s'ouvrirent. Elle se figea. Samuel se tenait à l'intérieur, toujours dans son uniforme de concierge, tenant un balai à franges dans une main et un rouleau de nettoyant pour tapis dans l'autre. Un vaporisateur à moitié vide pendait à sa ceinture. Il la regarda, sans surprise, sans excuse. « Juste là. Tu montes ?» demanda-t-il. Elle entra. Les portes se refermèrent derrière eux. Ça aurait dû être calme, ça aurait dû être gênant. Au lieu de ça, le silence les enveloppa comme un brouillard. Ariel appuya sur le bouton du dernier étage. L'ascenseur vrombit, se mit en mouvement, puis s'arrêta dans un bruit sourd. Les lumières clignotèrent. Le vrombissement cessa. Tout devint immobile. « Non » murmura-t-elle. Samuel se tourna vers le panneau de commande et appuya sur le bouton d'urgence. Rien. Elle recula d'un pas, respirant trop vite. Les murs semblaient se rétrécir. « Hé !» dit Samuel doucement, remarquant son état. « Ça va ? Je vais bien. Tu n'as pas l'air bien, » dit-elle en serrant les dents. « Je ne suis pas à l'aise dans les espaces confinés. » Il posa lentement le balai, comme s'il manipulait quelque chose de fragile, de claustrophobe. « Pas vraiment, » rétorqua-t-elle. « Continue de parler. De quoi ? Peu importe. Mais ne t'arrête pas. » Il hocha la tête, puis s'assit les jambes repliées sur le sol de l'ascenseur, comme s'il s'installait pour écouter une histoire. Calme, serein, il commença sans préambule. Il était une fois une fille qui détestait les ascenseurs. Elle détestait la façon dont il te trompait, te donnait l'impression que tu montais, alors que tu restais immobile. Ariel cligna des yeux. Mais un jour, continua-t-il, elle s'est retrouvée coincée dans un ascenseur, seule avec un inconnu, un concierge, rien de moins, un homme avec un balai à franges et un secret. Elle croisa les bras, mais sa respiration ralentit. Il ne lui a pas proposé de plan de fuite, n'a pas essayé de réparer la machine, il lui a juste raconté une histoire. Il a levé les yeux. Parce que les histoires ne résolvent pas les problèmes, mais elles rendent l'attente moins cruelle. Un temps. Tu ne lis pas ça dans un livre, a-t-elle dit doucement. Non, tu l'as inventé. Il a hoché la tête. La plupart des bonnes histoires le sont. Elle glissa le long du mur recouvert de miroirs, les talons à plat sur le sol, s'asseyant à une distance respectable de lui. « Tu faisais ça pour Na, n'est-ce pas ? Je le fais toujours, » dit-il. « Tous les soirs. Les chambres d'hôpital semblent plus petites quand elles sont silencieuses. » Ariel fixait le sol entre eux. Sa voix baisse. « Parfois, j'ai l'impression d'avoir passé toute ma vie dans une petite pièce. J'ai juste peint les murs avec de l'argent. » Il ne répondit pas tout de suite. Les murs ne deviennent pas des fenêtres juste parce que tu les décores. Elle leva les yeux et croisa son regard. Quelque chose bougea dans sa poitrine. Pas une crise, pas encore, juste une petite fissure. 10 minutes passèrent, 20. Ils parlèrent de tout et de rien. L'amour de Na pour les dragons, l'incapacité d'Ariel à cuisiner des pâtes sans les brûler, le bruit différent des ascenseurs au milieu d'une tempête. Puis, depuis le couloir au-dessus, le son faible d'un ding. Les lumières clignotèrent. L'ascenseur se remit en marche dans un grincement. Le moment s'évanouit. Ils se levèrent en silence. Lorsque les portes s'ouvrirent, Ariel sortit la première. 2 jeunes employés se tenaient dans le hall, figés au milieu d'une conversation. Leurs yeux s'écarquillèrent lorsqu'ils comprirent la scène. La PDG Ariel L. Duchamp, vêtue d'une robe de gala, sortait d'un ascenseur en panne aux côtés du concierge. Samuel leur fit un signe de tête poliment et passa devant eux sans un mot. Ariel ne donna aucune explication. Elle n'en avait pas besoin. Le lendemain matin, la rumeur s'était répandue comme une traînée de poudre. La PDG de Duchamp cache son mari secret, l'homme mystérieux d'Ariel. Ce n'est pas celui à qui vous vous attendiez. À l'heure du déjeuner, la nouvelle était sur 2 blogs et circulait dans 3 services. Elon Marx a appelé 2 fois. Ariel n'a pas répondu. Ce soir-là, Samuel se tenait devant la chambre d'hôpital de Nena, son téléphone à la main. Elle s'était endormie au milieu de l'histoire, serrant dans ses bras un lapin en peluche dont une oreille était presque rongée. Il fixait la bague à son doigt. Elle lui semblait encore étrangère. Puis il ouvrit ses messages. Une nouvelle photo envoyée par un numéro inconnu. C'était la vidéo de surveillance de l'ascenseur. Ariel était assise par terre, la tête légèrement penchée vers lui, le regard doux. Il la fixa longuement, puis la supprima,
car il se rendit compte que certains moments n'étaient pas destinés à faire la une des journaux. Certains leur appartenaient sans étiquette, sans mots, et peut-être, juste peut-être, sans faux semblant. Samuel n'avait pas prévu d'amener Na au boulot, mais les projets, comme dormir, étaient des luxes qu'il n'avait pas connus depuis des semaines. L'infirmière de son école avait appelé ce matin-là pour signaler une légère fièvre. Rien de grave, mais suffisamment pour que l'école insiste pour qu'elle reste à la maison. Sa babysitter habituelle était absente. L'hôpital n'était pas une option, et le temps pressait pour le vote du conseil d'administration d'Ariel la semaine suivante. Il a donc pris une décision silencieuse et désespérée. Il a pris les crayons de couleur de Na, son carnet de croquis usé et son goûter préféré, des crackers salés avec du beurre de cacahuète, et l'a emmené avec lui. Elle lui tenait fermement la main tandis qu'il traversait le hall en marbre de la tour du champ. Ses chaussures ne faisaient aucun bruit sur le sol poli. Elle avait les yeux écarquillés, prudente, comme un chat errant dans une maison trop propre pour être sûre. Ils prirent l'ascenseur de service jusqu'au 27e étage, l'un des étages administratifs rarement utilisés. Calme, vide, sûr. « Je serai juste au bout du couloir », lui dit Samuel en s'agenouillant pour être à la hauteur de ses yeux. « Dessine, mange. Si quelqu'un entre, ne parle à personne, sauf à moi. »« D'accord. » Na acquiesça silencieusement, mais sa main serra fermement sa manche. Il sourit. « Tu es ma petite fille courageuse. Tu te souviens ?» Elle ne répondit pas, se contentant de cligner des yeux en le regardant. Il détacha doucement ses doigts de sa chemise et sortit de la pièce. Ariel ne l'avait pas revue depuis la nuit de l'ascenseur. Elle se dit qu'elle n'avait pas remarqué, mais lorsqu'elle entra dans son bureau ce matin-là, les talons aussi pointus que toujours, et qu'elle vit la fille de Samuel recroquevillée dans un coin de son salon de direction, les genoux repliés contre la poitrine et son carnet de croquis sur les genoux, elle se figea. Na leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Aucun des deux ne dit un mot. Ariel prit une voix froide et se tourna vers Samuel. « Explique. Elle est malade. Je n'avais pas de babysitter. Je l'ai empêchée d'entrer dans l'étage de la direction. Elle n'était pas censée être ici. Il a tapé ici. » Na se leva discrètement et se dirigea vers Ariel, le cahier de croquis à la main. Samuel se raidit Néna, mais la fillette ne broncha pas. Elle atteignit Ariel, ses petits doigts tournant une page déjà maculée par la pression de ses petites mains et ses efforts sincères. C'était un dessin. Ariel se reconnut instantanément, grande, vêtue d'une élégante robe noire debout devant une grande baie vitrée. Mais ce qui lui coupa le souffle, ce furent les détails. Elle avait une petite couronne sur la tête, un peu de travers, et par-dessus cette couronne, un bonnet de Père Noël rouge. Na leva les yeux vers elle et murmura « Tu avais l'air d'une princesse triste, alors je t'ai donné quelque chose de joyeux. » Ariel ne savait pas quoi dire. Sa voix s'est coincée quelque part dans le fond de sa gorge. Personne ne l'avait dessinée depuis qu'elle avait 5 ans, quand sa mère prenait encore la peine de lui demander ce qu'elle voulait faire avec la peinture au doigt. Personne ne l'avait jamais vue comme une princesse. Pas depuis des décennies, et certainement pas triste. Na a penché la tête, attendant, puis a ajouté d'une voix à peine audible « J'ai mal dessiné ?» Ariel s'est agenouillée avant même de réaliser qu'elle avait bougé. « Non », dit-elle d'une voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. « Tu l'as très bien dessiné. » Na cligna des yeux une fois, puis une autre, puis elle sourit. Un sourire discret. Le genre de sourire qui demande des efforts. Le genre qui dit « je te vois ». Et pour la première fois depuis ce qui lui semblait être des années, Ariel lui rendit son sourire. Pas le sourire narquois des salles de réunion, pas le sourire prêt pour les caméras, mais un vrai sourire. Elle leva les yeux vers Samuel. Il avait l'air stupéfait, comme si l'air dans la pièce avait changé, et il ne savait pas trop pourquoi. Ariel se leva lentement, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Elle peut rester, dit-elle. Mais ici, avec moi, fronça Samuel. Ce n'est pas nécessaire. Elle vient de me rendre royale. Je lui dois au moins un canapé et des crayons de couleur. » Il hésita, puis acquiesça. Si elle est fatiguée, elle se recroquevillera comme un chat. Ne le prends pas personnellement. Ariel fit un petit clin d'œil à Na. Les chats sont les meilleurs dirigeants de toute façon. Pendant le reste de la journée, Néna resta recroquevillée dans le salon d'Ariel, dessinant en silence. Toutes les heures, Ariel venait jeter un œil. Une fois,
Elle lui apporta une tasse de lait chaud et une couverture provenant du kit de confort des ressources humaines. Une autre fois, elle resta simplement debout dans l'embrasure de la porte, regardant Nena tracer les contours d'un nouveau personnage, une grande femme tenant la main d'une petite fille sous un parapluie en papier. Et une seule fois, elle se surprit à se demander ce que cela pouvait faire d'être le refuge de quelqu'un. Pas leur patronne, pas leur stratège, juste quelqu'un de chaleureux. Ce soir-là, Samuel est revenu chercher Na. Il l'a trouvée profondément endormie sur le canapé, la couverture en velours remontée jusqu'au menton, son carnet de croquis toujours serré dans une main. « Elle n'a même pas demandé pour moi », a-t-il demandé, surpris. « Elle était occupée à diriger le monde », a répondu Ariel doucement. Il a gloussé, puis lui a jeté un coup d'œil. Il la regarda vraiment. « Tu es différente », dit-il. « Différente de quoi ? Différente de la femme que j'ai épousée. » Ariel détourna le regard. « Cette femme est un contrat. Je ne suis que la clause que personne n'a lue attentivement. » Il s'approcha de Na, la souleva délicatement dans ses bras, puis s'arrêta. « Tu sais, elle ne dessine pas tout le monde, » murmura-t-il. « Seulement ceux dont elle veut se souvenir. » Ariel ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin, car à cet instant, entourée par le silence et le fantôme du sourire d'un enfant, elle le ressentait. Ce n'était pas de l'amour, ni même de l'espoir, juste la première fissure dans le mur qu'elle avait passé toute sa vie à construire. Et cela lui suffisait pour l'instant. Il n'y avait aucune photo de sa mère dans le Duchamp-Esnoiret, pas une seule. Juste des cadres vides sur les cheminées et la perfection stérile d'une maison qui ressemblait à un hôtel sans réception. Ariel avait l'habitude de marcher dans ces longs couloirs quand elle était petite, passant ses doigts sur les murs en marbre, comme pour prouver qu'elle était bien réelle. Son père n'aimait pas le désordre, le bruit ou les émotions, surtout les siennes. Ariel ne pensait pas souvent à cette époque. Elle n'en avait pas besoin. La femme qu'elle était devenue, impeccable, posée, inaccessible, était l'armure forgée dans ce silence. Mais parfois, cela la prenait au dépourvu, comme lorsqu'elle entrait dans son bureau un matin pluvieux. Elle n'en avait pas besoin. La femme qu'elle était devenue, impeccable, posée, inaccessible, était l'armure forgée dans ce silence. Mais parfois, cela la prenait au dépourvu, comme lorsqu'elle était entrée dans son bureau un matin pluvieux et avait trouvé un dossier usé et poussiéreux sur son bureau, avec son nom écrit en gros caractères enfantins sur la couverture. Elle avait froncé les sourcils en l'ouvrant. À l'intérieur, il y avait 3 feuilles de papier jauni déchirées dans un cahier de collège. L'écriture était la sienne, mais plus jeune, plus hésitante. Les lettres penchaient trop vers la droite, comme si elles avaient peur d'être effacées. C'était de la poésie. Elle cligna des yeux. Elle n'avait pas écrit de poésie depuis des décennies. La première ligne disait « Je suis née dans une maison avec trop de portes et personne pour les ouvrir. » Son souffle se coupa. Elle passa à la 2e page. « Mon père est une montagne, ma mère est le vent. L'un ne bouge jamais, l'autre ne reste jamais. » Ses doigts tremblaient, puis on frappa doucement à la porte. Elle remit les feuilles dans le classeur juste au moment où Samuel entrait, trempé par la pluie, une tasse de café dans chaque main. « Je ne savais pas comment tu le prendrais, » dit-il en lui tendant une tasse. « Alors j'ai supposé que tu prendrais ça comme tout le reste, avec ton côté sombre et ton besoin de contrôle. » Malgré elle, elle laissa échapper un petit rire. « Tu n'as pas tort. » Il posa la 2e tasse et s'assit à côté d'elle sans demander la permission. Elle ne l'en empêcha pas. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en désignant le dossier. « Rien d'important. » Il haussa un sourcil. Elle soupira. « Quelque chose que j'ai écrit quand j'avais 12 ans. Je l'ai trouvé dans une vieille boîte de rangement. Je pensais l'avoir perdu. Tu écrivais ?» Elle hésita. « Non, je ressentais. Écrire, c'était l'effet secondaire. » Samuel se pencha en arrière et baissa la voix. « Tu ne parles pas beaucoup de ton enfance parce que je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas la même chose que guérir. » Elle le regarda d'un air vif. « Je n'ai pas demandé de thérapie. Je ne t'ai pas proposé. » Un moment s'écoula. Puis il dit doucement « Tu parles comme quelqu'un qui était puni chaque fois qu'elle pleurait. » La pièce devint silencieuse. Elle baissa les yeux vers ses mains. Mon père croyait que les larmes étaient une forme de manipulation. Il disait « Ne laisse jamais le monde voir tes faiblesses. » Elle rit amèrement.
et ma mère est partie avant que j'aie eu la chance de savoir si elle était d'accord avec lui. Samuel ne bougea pas, ne dit rien, laissant simplement le silence s'installer. « Tu sais ce que ça fait à une fille ?» murmura-t-elle. « Grandir dans un manoir rempli de gens payés pour faire semblant de s'intéresser à toi. » Il acquiesça. « Oui, en fait, je sais. » Elle le regarda, les yeux légèrement plissés. « J'étais le fils d'un héros de guerre, » dit-il. Tout le monde s'attendait à ce que je devienne une version de lui, stoïque, courageux, invulnérable. Mais j'étais le gamin qui écrivait des histoires pour s'endormir et qui pleurait devant les pubs tristes. Mon père disait que je finirais par grandir. Tu le savais? J'ai juste appris à pleurer là où personne ne pouvait me voir. Cela a atterri quelque part au fond d'elle, là où elle pensait que c'était mort. Tu pleures encore parfois? Demanda-t-elle doucement. Il sourit, seulement quand c'est important. Elle le fixa longuement, puis détourna le regard. « J'envie ce que tu peux encore faire. » Plus tard dans la journée, après son départ, elle rouvrit le dossier, relut chaque mot, et cette fois, ses yeux la piquèrent. Mais les larmes ne coulèrent pas. Elle était assise, parfaitement immobile, dans ce bureau qui était devenu sa forteresse, se demandant pourquoi la seule chose qu'elle ne pouvait pas faire était celle pour laquelle elle était autrefois punie. Dehors, la pluie s'adoucissait contre la fenêtre, et pour la première fois depuis longtemps, Arielle Duchamp ne se sentait pas puissante. Elle se sentait simplement humaine. Cette nuit-là, Samuel était éveillé à côté du lit d'hôpital de Na. Elle dormait, une perfusion en V, clignotant lentement et régulièrement à côté d'elle. Les machines fredonnaient une berceuse que seuls les parents pouvaient entendre. Il sortit son vieil ordinateur portable. L'écran clignota. Il n'avait pas ouvert ce fichier depuis des années. Elinor, la fille à la couronne silencieuse, inédit, inachevé. Il fixait le curseur qui clignotait, puis tapait. Parfois, les reines les plus courageuses sont celles qui ont oublié comment pleurer parce que le monde ne leur a jamais donné la chance de commencer. Il s'arrêta, sourit et murmura à lui-même. « Je pense qu'elle aimerait cette fin. Tout s'est passé très vite, trop vite. » L'instant d'avant, Samuel présentait les révisions des stocks dans le bureau d'Arielle, d'une voix calme, le regard inhabituellement concentré, et l'instant d'après, son téléphone vibrait avec un nom qui n'appelait qu'en cas d'urgence. Service pédiatrique, hôpital Sainte-Bria. Il ne posa pas de questions, ne s'excusa pas. Il attrapa simplement sa veste et était à mi-chemin de la porte quand Arielle l'appela. « Samuel » dit-elle, paniquée, peinant à contenir ses larmes. « C'est Nina » dit-il d'une voix rauque. « Elle a de nouveau de la fièvre. Trop forte. Ils l'admettent à l'hôpital. » Arielle s'était déjà levée et cherchait son manteau. « Allons-y, tu n'as pas besoin de venir. »« Je sais, » dit-elle d'une voix plus ferme que l'acier. « Mais elle m'a donné une couronne. N'oublie pas, je ne laisserai pas mon royaume s'effondrer aujourd'hui. » La route était mouillée par la pluie et trop calme. Samuel regardait droit devant lui, les mâchoires serrées et les doigts agrippés au volant comme si c'était la seule chose qui le retenait sur terre. Arielle l'observait depuis le siège passager. Elle pouvait voir la peur derrière le silence, la façon dont ses yeux se posaient sur l'horloge toutes les 30 secondes, la façon dont sa respiration était superficielle, comme si tout s'effondrerait s'il perdait le rythme. « C'est la première fois que ça monte aussi haut ?» demanda-t-elle doucement. « Non », répondit-il. « Mais si près de l'opération, c'est grave, ça l'affaiblit, ça réduit ses chances. C'est une battante, dit Arielle. Elle a 7 ans, c'est pour ça qu'elle est plus forte que nous tous. » Il la regarda alors, brièvement, comme s'il voulait la croire, mais ne pouvait pas se le permettre. Ils arrivèrent aux urgences juste au moment où l'infirmière poussait Na dans une salle privée. Ses joues étaient en rouge vif, sa respiration rapide et superficielle. Samuel tomba à genoux à côté du brancard. « Hé, petite fille !» dit-il d'une voix tremblante. « Je suis là. » Ils ont fait irruption dans la salle des urgences juste au moment où l'infirmière poussait Na dans une chambre individuelle. Ses joues étaient rouge vif, sa respiration rapide et superficielle. Samuel s'est agenouillé à côté du brancard. « Hé, ma petite fille, je suis là. » Na a tourné lentement la tête, le regard vitreux. « Papa, j'ai mal. » Il a déposé un baiser sur son front. « Je sais, ma chérie, je sais. Repose-toi bien, je ne vais pas partir. » Arielle se tenait près de la porte, figée.
C'était la première fois qu'elle le voyait comme ça. Pas calme, pas serein, juste un père brisé. Puis la main de Na se leva faiblement, tendant vers elle. Ariel s'avança, les doigts de l'enfant effleurèrent les siens. « Tu as apporté la couronne ?» murmura Na. Ariel déglutit péniblement. « Non, » répondit-elle doucement, « mais je t'ai apporté moi. » Na cligna des yeux. « C'est suffisant. » Les heures passèrent lentement. Samuel était assis près du lit, immobile, la tête baissée, les doigts entrelacés avec ceux de Na, comme un homme s'accrochant à la dernière bouffée de vie qu'il lui restait. Ariel observait depuis l'autre bout de la pièce, toujours vêtue de son manteau. Elle ne parlait pas, ne regardait pas son téléphone, elle attendait simplement, car ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait abandonner à moitié. Vers minuit, les médecins sont arrivés avec des nouvelles. La fièvre s'était stabilisée. Elle se reposait. Ils allaient continuer à la surveiller jusqu'à l'opération prévue dans 2 jours. Samuel expira enfin, comme quelqu'un qui aurait passé trop de temps sous l'eau. Lorsque la pièce se vida, il regarda Ariel. « Tu n'avais pas besoin de rester. Je sais. » Il se renversa sur sa chaise et se couvrit le visage de ses 2 mains. « Je ne me suis jamais senti aussi inutile de toute ma vie. Tu n'étais pas inutile. » Elle souffrait et je ne pouvais rien y faire. Elle se leva, s'approcha lentement de lui et s'assit sur la chaise à côté de lui. « Il y a une différence, dit-elle, entre ne pas pouvoir arranger quelque chose et être la raison pour laquelle quelqu'un survit. » Il la regarda. « C'est grâce à toi qu'elle sait ce que c'est que de se sentir en sécurité. » Un long silence s'installa entre eux. Puis Samuel dit, presque pour lui-même, « Personne n'est jamais resté avant. » Ariel cligna des yeux. « Quoi ? Sa mère était morte quand elle avait 2 ans. Ma famille s'était dispersée. Mes amis avaient disparu quand les factures d'hôpital étaient arrivées. Même les profs de Na nous évitaient comme si on était un problème qu'ils ne pouvaient pas résoudre. » Son regard se posa sur les yeux fatigués mais honnêtes de Samuel. « Les gens aiment à distance, jusqu'à ce que ça leur coûte quelque chose. » Ariel inspira lentement. Les mots résonnaient quelque part dans sa poitrine. Elle ne lui répondit pas, pas avec des mots. Au lieu de ça, elle fouilla dans la poche de son manteau et en sortit la bague, celle de leur mariage à la mairie. Elle la brandit, la tourna dans la lumière. « Je ne pensais pas que ça signifierait quelque chose, » dit-elle. « Je pensais que si je la portais, je me sentirais en sécurité, protégée, mais j'avais tort. » Samuel fronça les sourcils. « Pourquoi ? Parce que la sécurité n'est pas quelque chose que l'on porte. C'est quelque chose que l'on choisit de devenir pour quelqu'un d'autre. » Elle posa la bague sur la table de chevet à côté du dessin de Na représentant un château en papier, puis murmura, presque trop doucement, « Personne n'avait osé me quitter auparavant, mais ce soir, Nena m'a donné une raison de rester. » Dehors, la tempête était passée, le ciel s'éclaircissait, et au fond d'eux-mêmes, au-delà des contrats, des murs et des masques, quelque chose d'autre s'éclaircissait aussi. Pas tout à fait de l'amour, pas encore, mais le genre de confiance qui ne vient que lorsque tu es prêt à enfreindre toutes les règles juste pour s'assurer que quelqu'un d'autre continue de respirer. Le genre de confiance qui ne vient pas d'une signature sur un bout de papier, mais du fait de rester alors que tout le monde serait parti. La salle de réunion était plus froide que d'habitude, pas en température, mais en présence. L'air lui-même semblait tendu, comme s'il avait répété la trahison en silence. Ariel se tenait à l'autre bout de la table de conférence en obsidienne, les bras croisés, le regard inébranlable. Elle avait participé à des dizaines de réunions dans cette même pièce au fil des ans, conclu des contrats d'1 milliard de dollars, fait taire des tentatives de rachat hostiles, enterré des rumeurs. Mais aujourd'hui c'était différent, car aujourd'hui, ce n'était pas derrière son dos qu'on parlait d'elle à voix basse. On s'apprêtait à lui retirer son droit devant elle. Kendra Noiret était assise près du centre, sa coupe au carré parfaitement coiffée immobile, alors qu'elle se tournait vers Alan Marks, qui se tenait mal à l'aise sur le côté de la pièce. « Nous avons les signatures », dit Kendra d'un ton froid et professionnel. Un nombre suffisant de membres du conseil d'administration ont exprimé leur défiance envers le leadership d'Ariel, avec effet immédiat. Alan s'éclaircit la gorge. Cela ne serait valable que si les conditions de l'amendement de M. Duchamp n'étaient pas remplies, en particulier la clause relative au mariage. La voix d'Ariel était calme, mais elle tranchait dans la pièce comme un scalpel. « Je suis mariée », dit Kendra en penchant la tête. « Avec qui exactement ?
Vous trouverez tous les documents dûment classés, dit Ariel en faisant glisser un dossier sur la table. Licence de mariage, affidavit signé, confirmation des témoins, avis juridique examiné. Mais où est-il ? Demanda un membre du conseil d'administration, les lèvres légèrement retroussées. Nous ne l'avons pas vu. Il n'y a eu aucune annonce officielle, aucune preuve autre que des documents. Peut-être parce que je ne crois pas qu'il faille étaler sa vie privée pour être applaudi, répondit Ariel d'un ton sec. Je me suis marié pour préserver ma vie privée, pas pour la presse. Le sourire de Kendra ne faiblit pas, mais ses yeux brillaient. Ou peut-être que tu t'es marié pour un nom, une signature, juste pour conserver le pouvoir. Une pause. Puis Ariel dit, sans ciller, sans broncher, j'ai épousé un homme qui m'a appris que le pouvoir ne signifie rien si on ne l'utilise pas pour protéger ceux qui ne l'ont jamais eu. La salle est devenue silencieuse. Même Alan la regardait comme s'il voyait quelque chose de nouveau, quelque chose de dangereux, quelque chose de réel. Plus tard dans la journée, Samuel était assis sur un banc à l'extérieur de la chapelle de l'hôpital. Nena, endormie quelques chambres plus loin. Son opération avait été avancée une nouvelle fois. Plus que 2 jours à tenir. Il tenait un gobelet en polystyrène comme s'il pouvait lui apporter des réponses. Un homme s'est approché discrètement, plus âgé, cheveux gris, costume cher. Sa présence avait du poids, pas bruyante, mais palpable. « Monsieur Dupont » demanda l'homme. Samuel se leva instinctivement. « Oui, je suis Alan Marks, l'avocat d'Ariel. » Samuel se raidit. « Il s'est passé quelque chose ?»« Non, » répondit rapidement Alan. « Tout va bien. Elle ne sait pas que je suis là. Alors pourquoi êtes-vous là ?» Alan regarda l'homme en tenue de concierge, debout sous la lumière crue des néons, avec un bracelet d'hôpital encore autour du poignet depuis le matin même, et pour la première fois depuis des semaines, il hésita. « Je connais Ariel depuis qu'elle est enfant, » commença-t-il. « Je l'ai vue gravir les échelons d'une entreprise où personne ne croyait qu'elle pourrait diriger. Je l'ai vue survivre à un père qui ne mesurait son amour qu'en pourcentage et en clause. Il prit une inspiration, et je l'ai vu changer ces dernières semaines d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. » Samuel resta silencieux. Alan fouilla dans son manteau et lui tendit une carte. Au dos était écrit un numéro à la main. Ariel est en train d'être dépassée. Il a dit que Kendra prévoyait un vote à grande échelle pour la chasser. Si le mariage devient suspect ou juridiquement contestable, elle perd tout. Samuel baissa les yeux vers la carte, puis il releva la tête. « Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Alan marqua une pause. « Rends ça réel. » Cette nuit-là, Samuel se tenait à nouveau au chevet de Na, regardant sa petite poitrine se soulever et s'abaisser sous l'enchevêtrement de perfusions et de fils. Il avait fait tout ce qu'il pouvait, avait cumulé 3 boulots, vendu sa voiture, écrit des histoires à la lampe de poche pendant qu'elle dormait, espérant qu'un jour quelqu'un achèterait la prochaine afin qu'elle ait une chance de plus. Et maintenant, la femme qui était entrée dans sa vie avec une volonté de faire et une ombre dans le sourire avait tout risqué pour rester à ses côtés. Pas pour faire joli, pas pour la presse, mais parce que sa fille l'avait fait sourire alors que personne d'autre n'y arrivait, parce qu'à un moment donné, un contrat était devenu un lien, et que ce lien devait être protégé. Le lendemain matin, Samuel entra dans la Duchamp Tower pour la première fois sans son uniforme. Il portait une chemise boutonnée, légèrement froissée, une cravate qu'il n'avait pas mise depuis les funérailles de sa femme, et dans sa poche, une petite boîte noire qu'il n'avait jamais eu l'intention de rouvrir. Il prit l'ascenseur jusqu'au 39e étage. La réceptionniste cligna des yeux en le voyant. « Monsieur Dupont, je suis venu voir ma femme. » Ariel leva les yeux lorsqu'il entra dans son bureau, puis se leva. « J'ai entendu parler du vote, » dit-il, la mâchoire crispée, tout comme le reste de la ville, apparemment. Il s'approcha. « Tu ne m'as rien dit. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Je m'inquiète depuis le jour où je t'ai rencontré. » Elle sourit à peine. Puis il lui tendit la boîte. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait la bague, l'original. En argent, simple, mais cette fois gravée. Pas de clause, juste toi. Elle la fixa du regard. Samuel croisa son regard. « Je veux renouveler le contrat, » dit-il. Pas de date d'expiration, pas de motif commercial, une pause. Juste un homme qui a enfin réalisé qu'il préférait être pauvre et aimé plutôt que sûr et seul. Les yeux d'Ariel se sont remplis de larmes
mais pas assez pour couler. Pas encore. Il a doucement pris sa main et a glissé la bague à son doigt. Et cette fois, elle est restée. Cet après-midi-là, le conseil d'administration s'est réuni à nouveau. Kendra Noiret s'est penché avec un air suffisant. Avant de procéder au vote, j'aimerais soulever une question concernant la légitimité de Madame Dupont, représentée par Mademoiselle Duchamp, dit Samuel en franchissant la porte avant qu'elle n'ait pu terminer. Toutes les têtes se tournèrent. Il se dirigea droit vers Ariel, lui prit la main et la serra. « Je ne suis pas une faille, dit-il à l'Assemblée. Je suis son mari, et je ne vais nulle part. » Un silence envahit la pièce comme si une tempête venait de s'arrêter en plein ciel. Kendra ouvrit la bouche, mais ne dit rien. Elle n'avait rien à répondre, car la vérité n'a pas besoin de mots pour exister. Et parfois, la preuve la plus forte est la main que l'on ne lâche pas. À l'extérieur, la ville bourdonnait comme si rien n'avait changé. Mais à l'intérieur de la tour du champ, tout avait changé. Le couloir blanc et stérile de l'unité de soins intensifs pédiatriques n'était jamais aussi calme. L'atmosphère était juste de plus en plus pesante. Les moniteurs émettent des bips réguliers. Les machines respiraient à la place des petits corps. L'odeur de l'antiseptique était omniprésente, comme si le chagrin s'était imprégné dans les murs. Samuel était assis, recroquevillé sur la chaise en plastique à côté du lit d'hôpital de Na. Ses coudes reposaient sur ses genoux, ses mains serrées si fort qu'elles étaient devenues blanches. Na était allongée, pâle, immobile, à l'exception du mouvement de sa poitrine, relié à des machines trop grandes pour quelqu'un d'aussi petit. Les médecins avaient dit que l'opération aurait lieu tôt le lendemain, mais ce soir, c'était l'attente. Et attendre, il l'avait appris, c'était une guerre en soi. Ariel n'a pas frappé avant d'entrer dans la chambre. Elle est juste entrée, vêtue d'un tailleur pantalon bleu marine, encore impeccable, qu'elle portait lors du gala d'entreprise qu'elle avait quitté 1 heure plus tôt. Elle tenait ses talons dans une main et un bracelet d'hôpital dans l'autre. Samuel a levé les yeux, surpris. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle posa délicatement ses talons près de la chaise en face de lui. « Tu crois que je la laisserai passer la nuit toute seule ?» dit-elle. « Je suis là. » Elle a demandé pour nous deux. Il cligna des yeux. Elle a à peine parlé aujourd'hui. Ariel s'approcha du lit et lissa la couverture de Na. Avant de s'endormir, elle murmura « Ne laisse pas papa pleurer tout seul. » Le silence s'installa entre eux, puis la voix de Samuel se brisa. Trop tard. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Ils restèrent simplement assis, chacun de leur côté du lit de Néna, regardant les machines compter les secondes, observant leur propre peur se refléter dans une enfant trop courageuse pour comprendre. Puis Ariel dit doucement « Je ne suis jamais resté. Pour personne. » Samuel se tourna vers elle doucement. « Ma mère est partie quand j'avais 8 ans. Pas de mots, pas de revoir, juste partie. Je suis désolé, » murmura-t-il. Ariel secoua la tête. « J'ai cru que je la détestais pendant longtemps, mais en grandissant, j'ai compris qu'elle pensait probablement qu'elle n'était pas assez bien, que partir était une preuve d'amour. Elle avait tort, moi aussi. » Elle baissa les yeux vers la petite main de Na, qui dépassait à peine de la couverture. « J'ai construit ma vie pour que personne ne puisse me quitter en premier. J'ai érigé des murs si hauts que l'amour se lasserait d'essayer de les escalader. » Samuel observa son visage, puis dit doucement « Mais tu es resté ce soir ?» Ariel acquiesça. « Parce que ça, » dit-elle en désignant la petite fille entre eux, « ce n'est plus une question de contrat, de salle de réunion ou de faux-semblants. » Elle hésita, puis le regarda droit dans les yeux. « C'est la première chose de ma vie que je ne veux pas perdre. » Samuel retint son souffle. Il se pencha en arrière sur sa chaise et fixa le plafond. « Avant, je pensais que personne n'entendait mes prières, » dit-il. « Pas quand j'ai perdu sa mère, pas quand les factures arrivaient, pas quand l'état de Néna empirait. Et maintenant, » il se tourna vers elle. « Maintenant, je pense que la réponse n'était peut-être pas un miracle. C'était peut-être une femme en talons qui est entrée dans un ascenseur un soir. » Ariel sourit. Un petit sourire brisé. Puis quelque chose en elle se brisa, et pour la première fois depuis des décennies, sans avertissement, sans excuse, elle pleura. Pas un son, juste des larmes. Lente, réelle, elle a essayé de les essuyer, mais Samuel l'en a empêché. « Ça va ?» a-t-il dit. « Tu n'as pas besoin d'être forte maintenant ?» a-t-elle murmuré. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où quelqu'un m'a dit ça. » Il a atteint le lit,
leurs mains se rejoignant au-dessus de la poitrine de Na. 2 mains, une promesse, et pas besoin de mots. L'infirmière passa vers 3 heures du matin. Elle s'arrêta en les voyant tous les deux endormis. Samuel, toujours dans son fauteuil, une main enroulée doucement autour des doigts de Na, l'autre tendue vers la main d'Ariel de l'autre côté, connectés, la protégeant ensemble. L'infirmière ne dit rien. Elle baissa simplement la lumière et les laissa telles quelles. Peu avant l'aube, Na remua. Elle ouvrit les yeux. Elle regarda à sa gauche, son père, puis à sa droite. Ariel, tous deux endormis. Un faible sourire illumina son visage. Elle serra leurs mains une seule fois, et ils ne se réveillèrent pas, mais ils serrèrent plus fort. Dehors, la ville était encore sombre. Mais dans cette petite chambre du 11e étage de l'hôpital Bria, une sorte de lumière commençait à poindre. Pas le genre de lumière qui brûle, mais celle qui reste. Le matin suivant l'opération de Na, le monde semblait bouger au ralenti. Les médecins ont dit que l'intervention avait été un succès. La greffe avait pris. Ses signes vitaux étaient instables. Sa respiration, bien que superficielle, était forte. Mais Samuel ne pleurait pas. Il restait assis là, le front appuyé contre la main de Nena, comme un homme qui aurait oublié comment expirer. À côté de lui, Ariel ne disait rien, non pas parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce que certains miracles sont trop sacrés pour être perturbés par des mots. C'est plus tard dans la journée, bien après que Samuel se soit assoupi dans un coin de la pièce, qu'Ariel s'est retrouvée seule dans le couloir de l'hôpital. Ses talons ne faisaient aucun bruit cette fois-ci. Elle est passée devant une chapelle, s'est arrêtée et est entrée. À l'intérieur, il y avait un silence, seulement éclairé par la lumière colorée des vitraux. Ça ne sentait pas l'encens ou la culpabilité, juste la poussière et peut-être le temps. Elle s'assit au fond, toujours vêtue du même tailleur bleu marine qu'elle portait depuis la veille. Ses mains étaient jointes sur ses genoux, comme celles d'une enfant qui attend d'être grondée. Puis elle sortit de sa poche une feuille de papier pliée, défraîchie et usée sur les bords. Une seule phrase était écrite en haut de la page, de l'écriture d'une fillette de 12 ans. À l'homme à qui je ne peux pas parler, mais à qui je continue d'essayer. C'était une lettre. Elle l'avait écrite la semaine avant la mort de son père, mais elle ne l'avait jamais postée. Pas parce qu'elle avait peur de sa réponse. Elle savait déjà ce qu'elle serait, mais parce qu'une partie d'elle croyait qu'il ne la lirait jamais, même si elle la lui envoyait. Assise sur le banc d'une chapelle d'hôpital, Ariel déplia la lettre et la lut à haute voix pour la première fois. Sa voix n'était qu'un murmure. « Cher papa, je ne sais pas comment être ce que tu veux que je sois. J'essaie, je gagne des prix, j'apprends les réponses par cœur, je garde mes cheveux bien coiffés et ma voix basse. Mais parfois, j'ai envie de rire trop fort, de faire des bêtises ou de pleurer sans raison. Tu m'as dit un jour que la vulnérabilité était un signe de faiblesse. Mais et si c'était justement ce qui nous rendait réels? Et si je voulais juste être réelle, même si je suis imparfaite, tu m'aimerais quand même? Parce que parfois, je pense que tu m'aimes pour ce que j'accomplis, pas pour qui je suis quand j'arrête d'essayer. Et j'ai marre d'essayer tout le temps. Je t'aime, Ariel, finit-elle. Un silence profond et cruel s'ensuivit. Puis elle plia le papier et le remit dans sa poche. Mais quelque chose avait changé. Pas dans le monde. En elle, un soulagement silencieux. La douleur d'une serrure qui s'ouvre, même si la porte ne s'ouvre pas encore tout à fait. Ce soir-là, elle retourna à la chambre d'hôpital. Samuel leva les yeux vers elle lorsqu'elle entra, le regard doux. « Comment elle va ?» demanda-t-elle. Elle souriait dans son sommeil. Il esquissa un petit sourire, tirant sur ses lèvres, et marmonna quelque chose à propos de dragons qui servent des gâteaux au lieu de cracher du feu. Ariel rit. Ça ressemble à son genre de royaume. Ils restèrent assis en silence un moment. Puis Samuel jeta un coup d'œil à sa main. « Tu ne portes pas la bague. »« Je l'ai enlevée, » dit-elle doucement. « Pas parce que je ne la voulais plus, mais parce que je ne voulais plus qu'elle soit un bouclier. » Il se pencha vers elle. « Que veux-tu qu'elle soit ?» Elle hésita, puis elle se lança. Samuel acquiesça, les yeux remplis d'une émotion qui n'était pas de la surprise, mais quelque chose de plus ancien, de plus profond. « Je ne peux pas te promettre une vie parfaite, Ariel, » dit-il. « Je ne peux pas te promettre le confort, la normalité ou quoi que ce soit qui tienne sur le papier. Je n'ai pas besoin de la perfection, » répondit-elle. « J'ai juste besoin de honnêteté, de présence, d'authenticité. » Il la regardait et lui a dit que la seule chose qui comptait, c'était de rester. Ariel a avalé sa salive. «
Je veux rester. Il a fouillé dans sa poche et en a sorti un bout de papier plié. Na a dessiné ça pendant que tu étais sorti. C'était un croquis. 3 silhouettes. Une grande femme en robe, un homme avec des lunettes et une petite fille qui leur tenait les 2 mains. Au-dessus d'eux, un seul mot. Nous. Ariel sentit sa gorge se serrer. Elle l'avait incluse. Elle ne dessinait jamais les gens qui n'avaient pas d'importance. Elle fixa le papier, puis leva les yeux vers Samuel. « J'ai passé toute ma vie à essayer d'impressionner des fantômes, dit-elle. Mais elle m'a donné quelque chose de mieux. Quoi donc ? Une raison d'écrire de nouvelles pages. » Cette nuit-là, dans le coin de la chambre d'hôpital, Ariel sortit son téléphone et commença à taper. Pas un communiqué de presse, pas un discours, mais une note à elle-même. J'avais tort. L'héritage n'est pas une question de contrôle. C'est ceux pour qui tu te bats quand tu n'as rien à gagner et tout à perdre. Elle appuya sur « Enregistrer ». Puis, lentement, elle remit la bague à son doigt. Pas parce qu'elle le devait, mais parce que cette fois, c'était son choix. Le printemps arriva comme un pardon, doux, silencieux et assez tard pour que personne ne pense qu'il viendrait. Sur le toit-terrasse de l'hôpital pour enfants Sainte-Bria, la lumière du matin inondait les tulipes nouvellement écloses et les chaises pliantes rouillées. La ville bourdonnait en contrebas, indifférente comme toujours, mais ici, quelque chose de différent vibrait dans l'air. Ce n'était pas de la grandeur. Il n'y avait pas de violon, pas de robe de créateur, pas de cirque médiatique, juste une petite cérémonie et une fille qui avait survécu. Néna portait une robe jaune pâle et une couronne en papier. Elle avait fabriqué elle-même des paillettes qu'elle avait fixées avec du ruban adhésif et beaucoup d'espoir. Elle se tenait entre Samuel et Ariel avec l'assurance de quelqu'un qui avait affronté la mort et lui avait dit de revenir plus tard. « Tu es prête ?» lui murmura Samuel. Na acquiesça. « Je suis la demoiselle d'honneur, tu te souviens ? Et la porteuse des alliances et la patronne. » Ariel sourit clairement. Il y avait peu d'invités. Quelques infirmières, Alan Marks. Même Kendra était là, debout, mal à l'aise près d'un plant de tomates, les bras croisés, comme si elle ne savait pas où mettre ses regrets. Samuel portait son seul costume, légèrement froissé, sa cravate de travers, ce qui le rendait plus lui-même que Taylor n'aurait jamais pu le faire. Ariel portait une robe blanche, pas extravagante, pas lourde, juste un tissu doux, des lignes simples, honnêtes. Ses cheveux avaient été attachés par Néna plus tôt dans la matinée. Des épingles à cheveux inégales sortaient comme les mains d'un enfant disant « J'ai essayé ». Et c'était ça la beauté. Pas de spectacle, pas de mensonge, juste la vérité. Ils avaient enfin arrêté de se cacher. La cérémonie fut courte. Pas de célébrants à la voix tonitruante, juste Alan qui lisait sur un bloc-notes, les mains tremblantes. Et lorsque vint le moment des vœux, les vrais, pas ceux qu'il n'avait jamais pensés, Samuel se tourna vers Ariel, lui prit les 2 mains et dit « Je n'aurais jamais pensé me retrouver ici un jour. Je pensais que la partie de moi qui savait espérer était morte avec elle. Mais toi, tu m'as rappelé que l'amour n'est pas un substitut. C'est une deuxième histoire, une nouvelle page. Et je veux que chaque page à partir de maintenant porte ton nom. » La voix d'Ariel s'est brisée. Elle a cligné des yeux 1 fois, puis 2 fois, puis a souri à travers ses larmes. J'ai construit toute ma vie en essayant de fuir la solitude, en essayant d'impressionner des gens qui ne m'ont jamais regardé. Mais ensuite, tu es entré dans mon ascenseur et tu ne m'as rien demandé. Tu es juste resté. Et en restant, tu m'as appris à me sentir en sécurité dans le noir. Elle baissa les yeux vers Na, et toi, sa voix s'adoucit. Tu as été la première personne à voir qui j'étais vraiment. Pas une PDG, pas quelqu'un à craindre, mais juste une fille qui avait besoin d'un sourire. Tu m'as donné ça, Néna. Et je passerai le reste de ma vie à m'assurer que tu ne manques jamais de rien. Na renifla. Tu me fais pleurer et je ne suis même pas encore vieille. Des rires brisèrent la tension. Puis Na tendit fièrement 2 bagues simples posées sur un coussin de velours rouge qu'elle avait emprunté à la salle de repos des infirmières. Samuel prit la sienne et la glissa doucement à son doigt, non pas comme un geste, mais comme une promesse. Puis Ariel prit sa main. Elle glissa l'anneau d'argent, désormais légèrement usé, gravé de mots qui n'avaient jamais été destinés à quelqu'un d'autre, à sa place. Mais cette fois, il ne ressemblait plus à une armure. Il ressemblait à un foyer. Il n'y eut aucune déclaration, aucun photographe, juste un baiser. Doux,
réel, et le bruit de Na qui applaudissait trop fort, applaudissant. Maintenant, on peut aller manger des cupcakes. Plus tard, alors que le soleil se couchait derrière les toits, ils s'assirent tous les trois à une petite table recouverte de grues en papier et de glaçage fondu. Samuel tenait la main d'Ariel sous la table. Na était appuyée contre son épaule, déjà assoupie, collante de glaçage et de joie. « Tu sais, » dit Samuel en la regardant dormir, « elle ne lâche jamais les gens qu'elle aime. C'est son truc. Elle tient ça de toi. » Il secoua la tête. « Non, moi, je m'accrochais par peur. Elle le fait par confiance. » Ariel baissa les yeux vers la petite fille blottie contre elle. « Moi aussi, maintenant ?» murmura-t-elle. Il se tourna vers elle. « Qu'est-ce qui a changé ?» Elle croisa son regard. « J'ai arrêté d'avoir besoin de la perfection et j'ai commencé à croire en ceux qui restent. » Un moment de silence, puis Samuel sourit. « Je ne te l'ai jamais dit correctement, n'est-ce pas ?»« Dis quoi ?» Il prit une inspiration. « Je t'aime. » Elle le regarda longuement, puis se pencha vers lui et répondit de la seule manière qui comptait. « Je sais. Il y a des vœux qu'on fait parce qu'on attend de nous qu'on les fasse. Il y a des promesses qu'on écrit sur papier, froides, calculées, sans risque. Et puis il y a les promesses qu'on n'a jamais l'intention de dire. Celles qu'on murmure dans les chambres d'hôpital, dans les ascenseurs à minuit, dans les moments de peur, d'espoir, d'abandon. Celles qui ne vivent pas dans les discours, mais dans le fait d'être là jour après jour, quand rester devient la forme la plus vraie de l'amour. Et c'est ainsi que leur histoire a commencé. Pas avec de grands gestes ou un timing parfait, mais avec une fille qui n'a pas cligné des yeux, un concierge qui croyait aux histoires avant de s'endormir, et une femme qui a finalement appris que certaines choses valaient la peine d'être brisées. Si cela signifie que l'on peut reconstruire ensemble, et c'est ce qu'ils ont fait, et c'est peut-être ça la vérité que l'on oublie trop souvent, que tout l'amour ne commence pas par des étincelles. Certaines commencent dans le silence, en étant présent, en restant. Parce qu'au bout du compte, ce ne sont pas les promesses que nous faisons qui nous définissent. Ce sont celles que nous n'avons jamais voulu faire, mais que nous avons choisi de vivre quand même. C'est maintenant ton tour. D'où nous écoutes-tu ? Quelle partie de cette histoire t'a le plus touché ? J'aimerais connaître ton avis dans les commentaires ci-dessous. Et si des histoires comme celle-ci te parlent, des histoires sur la guérison, l'espoir et le pouvoir discret de l'amour, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. D'autres histoires t'attendent. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Ta présence compte plus que tu ne le penses. Jusqu'à la prochaine histoire, reste gentil, reste courageux et ne cesse jamais de croire en une seconde chance. À bientôt.